Voilà, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette 5e conférence de la saison de l'Université Populaire, organisée par notre MJC, en partenariat avec de nombreuses associations ou organismes de notre territoire. Vous retrouverez sur notre plaquette Forum du Savoir l'ensemble du programme qui reste à dérouler pour cette saison. Aujourd'hui, nous traitons de la nourriture, de l'alimentation, de la nutrition, et nous avons débuté cet après-midi en ayant différentes animations avec un groupe de lauréats de Charnay-les-Mâcon et un groupe du CEVAM de Mâcon. Voilà, donc notre objectif était de sensibiliser les jeunes à ce sujet. Après l'accueil que vient de faire le président de notre MJC, la soirée se déroulera en 5 temps. Une introduction du sujet que j'essaierai de condenser au maximum de façon à ne pas perdre plus de temps. Une intervention d'environ 45 à 50 minutes du professeur Serge Herberg et un jeu de questions-réponses avec nos 2 témoins durant 15 à 20 minutes, Aude-Claire Couillet, diététicienne nutritionniste, et Denise Lespinasse, présidente de l'UFC Que Choisir. Puis pendant 30 minutes, vous aurez la parole. Pour ce faire, vous leverez la main et attendrez d'avoir le micro pour vous exprimer, de façon à ce que tout le monde entende bien votre propos. Enfin, autour du verre de l'amitié, la discussion pourra se poursuivre. Verre de l'amitié préparé cette fois dans le thème de la soirée, grâce au partenariat que nous avons développé cet après-midi avec les Jardins de Cocagne, qui est une structure associative qui développe un projet d'insertion sur la culture des produits bio, et avec Floriane Deville, avec son entreprise « Je m'invite chez vous ». Voilà. Ces 2 organismes, et Floriane et les Jardins de Cocagne, ont animé l'après-midi avec l'Auréat et le CEVAM. Alors ce soir, ne partez pas sans avoir dégusté les produits qui ont été préparés en présence de jeunes du CEVAM et de l'Auréat de Charnay. Vous pourrez éventuellement réentendre l'intervention du président de la République en podcast. Voilà. Ce soir, nous traiterons de la question « Bien manger pour bien vivre ». Serge Herberg, vous êtes à l'origine du premier programme national Nutrition Santé, P2NS, et vous en êtes le président. Vous êtes également coordonnateur de l'étude Nutrinet Santé, qui constitue l'une des plus vastes initiatives autour de l'évaluation des comportements alimentaires. Cette étude devait concerner 130 000 personnes sur 5 ans. Vous nous direz en quoi consiste cette étude, qui a fait l'objet d'une rencontre au Mexique au mois de janvier, si je ne m'abuse. Certaines personnes, ce soir, peut-être présentes, ont participé, ont contribué à cette étude. Vous pourrez tout à l'heure vous exprimer. Vous êtes docteur en médecine, docteur en sciences PU-PH, professeur de nutrition à l'Université Paris 13, département de santé publique, hôpital Avicenne à Bobigny. Directeur de l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle, U1153, à l'INSERM, INRA, CNAM, à l'Université Paris 13. Vous êtes l'auteur ou le co-auteur de nombreux rapports, et notamment celui de novembre 2013, que j'ai ici, qui pèse quelques pages, où vous évoquez les enjeux de la santé publique au travers de la question nutritionnelle. Parmi les 15 mesures préconisées, vous évoquez, et là je vais balayer très rapidement, la question nutritionnelle est liée à la condition sociale et culturelle, vous y reviendrez. Vous insistez beaucoup sur la question de l'information du consommateur, je pense que c'est quelque chose qui est important, avec notamment une demande d'affichage de l'apport nutritionnel, ce qui se fait en Angleterre et qui pourrait se faire en France sur l'ensemble des produits alimentaires. Vous préconisez également d'orienter le marketing produit. Alors, marketing produit, c'est la communication. On voit tout de suite les lobbying de l'alimentaire, leurs réactions, les réactions que peut générer ces lobbying de l'alimentaire. Vous parlez également en demandant aux décideurs de favoriser l'accessibilité économique aux produits de bonne qualité nutritionnelle, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Si on veut manger bio, on paye un petit peu plus cher que du non bio. Vous évoquez également, toujours dans la partie économique, la possibilité de taxer certains produits où la valeur nutritionnelle serait inférieure à d'autres, et voire à donner des subventions à certains produits. La question se pose ensuite, c'est comment reconnaître sur les rayons de nos grandes surfaces ou de nos commerçants l'ensemble de ces produits et favoriser l'achat de ceux-ci. Vous proposez également offrir à tous les conditions favorables pour pratiquer une activité physique et sportive. Dans une maison des jeunes et de la culture, on y est sensible, bien entendu. Vous préconisez également d'améliorer l'accès à l'eau, notamment dans les espaces publics, avec la mise à disposition de fontaines à eau, en lieu et place ou à côté, à proximité des distributeurs à boissons sucrées.
Vous proposez également d'améliorer l'offre alimentaire dans les distributeurs. Là, de ce côté, notre MJC a beaucoup de progrès à faire puisqu'elle vend encore beaucoup de barres chocolatées. C'est le produit qui est phare dans ce distributeur. Vous évoquez également la possibilité de distribuer des coupons fruits et légumes aux populations défavorisées, d'organiser des marchés dans les quartiers défavorisés et des jardins communautaires. La nutrition est liée directement au développement de certaines pathologies, vous nous le dites et on le vérifiera. La chaîne médicale de notre pays, médecins généralistes, spécialistes, a un rôle important de communication à jouer, notamment dans l'information concernant les régimes qui vous font perdre de l'épaisseur, surtout au niveau de votre porte-monnaie, et qui peuvent détruire psychologiquement l'individu. Vous nous direz également ce que vous pensez de ces régimes. De plus en plus, on voit apparaître des régimes dits détox que certains promotionnent, du style manger pendant 3 jours, 12 pommes quotidiennement, en lieu et place de tout autre aliment. Certains prônent également le jeûne, qui est plébiscité et qui apporterait soi-disant un nettoyage des organes et serait salutaire. Alors Serge Herberg, faut-il bien manger pour bien vivre? C'est la question de ce soir et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, monsieur, mesdames, messieurs. Je voudrais d'abord m'excuser pour le retard, qui est totalement indépendant de ma volonté. C'est les aléas de la SNCF. Mais c'est un jour très particulier pour moi. Alors, vous entendez ma voix. Je n'essaye pas de parodier un chanteur basse, crooner américain, bien connu, Barry White, mais je suis terrassé comme quelques centaines de milliers de personnes aujourd'hui en France par la grippe. Et si j'ai des gouttes qui coulent, ça n'est pas tant la chaleur humaine qui, j'imagine, va se dégager, mais plutôt la fièvre qui m'a envahi. Donc, j'espère avoir assez de voix pour atteindre la fin de mon exposé et avoir suffisamment de lucidité pour essayer de reprendre une partie d'ailleurs des messages que vous avez fort bien repris, des points que je voulais aborder. C'est un jour très particulier pour moi parce que je suis tellement distrait que j'avais oublié de prévenir que je viendrai avec une présentation PowerPoint pour projeter, de manière à ce que les 50 minutes de présentation que j'avais prévues soient un peu moins ennuyeuses que ma voix, en plus éraillée. Mais on va se débrouiller, s'arranger, et l'important c'est de pouvoir communiquer et dialoguer. Alors, peut-être juste, en effet, reprendre quelques éléments d'introduction, puisqu'il va être sûrement la partie la plus importante, c'est le débat avec les témoins et avec vous-même, mais peut-être juste quelques éléments en guise d'introduction pour compléter ce qui a été dit. Je suis donc un nutritionniste de santé publique, je m'occupe de faire de la recherche en nutrition de santé publique pour essayer de comprendre les relations nutrition-santé, pour essayer de comprendre également les déterminants des comportements alimentaires avec ces facteurs sociaux, économiques, culturels, sensoriels, mais également biologiques et génétiques, et avec une finalité d'application en santé publique. Et c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, je participe au niveau du ministère de la Santé à l'élaboration des politiques nutritionnelles de santé publique, et entre autres le PNNS, le Programme National Nutrition Santé, que vous connaissez sûrement tous au travers des au moins 5 fruits et légumes par jour, ou 30 minutes d'activité physique, et qui représente un peu la partie visible de l'iceberg d'une volonté d'essayer de développer une politique qui permette d'améliorer l'état de santé de la population en agissant sur un déterminant majeur bien reconnu aujourd'hui qui est la nutrition. Alors, juste un point très important, quand on parle de nutrition aujourd'hui, dans l'acception moderne du mot nutrition, c'est à la fois ce qui rentre, l'alimentation, hein, j'ai vu qu'on m'a mis un poireau devant moi, mais c'est tout à fait ravi, en plus j'aime beaucoup les poireaux. C'est ce de notre caméraman d'ailleurs. C'est ce qui rentre, l'aliment, mais c'est aussi ce qui sort, c'est l'activité physique, c'est l'équilibre entre les deux. Donc, quand on parle de nutrition, ça n'est pas uniquement l'alimentation, mais c'est l'alimentation au regard de l'activité physique. Et ce qui est très important à prendre en considération, c'est que si on a mis en place, en France, comme dans tous les pays industrialisés, des politiques nutritionnelles de santé publique, c'est qu'on a pris conscience, au cours des 30 dernières années, que la nutrition était réellement un facteur qui jouait, soit en termes de risque, soit en termes de protection, vis-à-vis de très nombreuses maladies chroniques. Et c'est un phénomène relativement nouveau. Alors, si vous regardez historiquement l'histoire des relations nutrition-santé, Hippocrate, on cite toujours Hippocrate, et on a raison de le faire, hein, le père de la médecine, était déjà très intéressé par la nutrition. Quasiment 400 ans avant Jésus-Christ, il a donné cette phrase
célèbre que ton alimentation soit ta première médecine. Il y a plusieurs variantes, mais globalement, c'était déjà annoncé que l'alimentation jouait un rôle par rapport à la santé. Et pendant très longtemps, l'histoire de la relation entre la nutrition et la santé, l'alimentation et la santé, c'était une vision qu'on appelle maintenant pasteurienne, c'est-à-dire il y avait un déficit dans certains aliments et des conséquences sur la santé. Et quand on regarde l'évolution de nos relations, des relations qui existent entre la nutrition et la santé, pendant très longtemps, ces relations étaient marquées par les grandes maladies de carence ou les grandes famines qui ont émaillé l'histoire de nos civilisations et qui sont d'ailleurs malheureusement encore présentes, ces famines, dans de nombreux pays, dans des situations d'urgence. Et donc on connaissait la nutrition parce qu'il manquait un aliment, des aliments, ça entraînait un manque de composants que les aliments apportent, ce qu'on appelle des nutriments, des calories, des glucides, des lipides, des protéines, des vitamines et des minéraux, et ça entraînait une maladie. Si on manquait de vitamine B1, par exemple, est-ce que vous savez ce que ça entraîne, le manque de vitamine B1? Beriberi. Si on manque de vitamine C, scorbut. Donc, il y avait tout un tas de maladies comme cela qui étaient très liées. On manquait d'un nutriment du fait de déficit alimentaire. On avait une maladie qu'on reconnaissait très facilement. Un beriberi, c'est des troubles neurologiques très évidents. Le scorbut, c'est, vous savez bien, les gencives qui saignent, ces troubles extrêmement graves qui ont d'ailleurs décimé des marines entières dans de nombreux pays, tout simplement parce qu'on n'emmenait pas dans les bateaux des aliments frais, et donc on n'avait pas la possibilité d'avoir des apports en vitamine C. Donc on reconnaissait facilement la relation entre la nutrition et la santé, parce que quand on manquait d'aliments, on avait une maladie spécifique. Si on manquait de calories, on avait ce tableau dramatique de ces enfants, dont on a encore tous en mémoire en Afrique lors des grandes crises, ces situations, le marasme, ou quand on manque de protéines, ces enfants gonflés par des édèmes qu'on appelle les syndromes de Kwashiorkor. Donc les choses ont pendant été très longtemps reconnues en ce qui concernait le rôle de l'alimentation, tout simplement par les grandes maladies qui étaient liées à des déficits spécifiques. Et ça a duré des milliers d'années jusqu'à, disons, la fin de la Seconde Guerre mondiale, où là encore les situations de famine ont été extrêmement fortes. Et à partir des années 50, avec le développement économique, l'augmentation du pouvoir d'achat, l'amélioration des conditions de production, de commercialisation, de distribution des denrées, on a vu disparaître ces grandes maladies de carence. Et on a cru que les problèmes nutritionnels du monde étaient résolus. Il n'y avait plus de maladies de carence, donc il n'y avait plus a priori de quoi se préoccuper des problèmes nutritionnels. Et c'est dans les années 60 à 70 qu'il y a eu un bouleversement. C'est qu'on a pris conscience que oui, il n'y avait plus de maladies de carence, mais il y avait d'autres maladies qui se développaient, qui étaient des grands problèmes de santé publique dans tous les pays qui devenaient des pays fortement industrialisés, et que ces maladies, les cancers, les maladies cardiovasculaires, bien sûr l'obésité, le diabète, l'hypertension, l'ostéoporose, les troubles de la minéralisation osseuse, toutes ces maladies étaient des maladies dans lesquelles la nutrition était impliquée. Alors, quand on parle de ces maladies, c'est des maladies chroniques extrêmement importantes. Vous savez qu'aujourd'hui, les cancers, c'est 365 000 cas de cancers nouveaux chaque année. Les maladies cardiovasculaires, 180 000 décès par an. C'est avec les cancers les deux principales causes de mortalité, notamment de mortalité prématurée, c'est-à-dire la mortalité la plus évitable avant 65 ans. L'obésité, 17% de la population adulte en situation d'obésité, mais surtout chez les enfants, le développement du surpoids et de l'obésité qui concerne à peu près 18%. C'est plus compliqué chez l'enfant, on ne parle pas d'obésité simplement, on parle de surpoids et d'obésité. Ça représente à peu près 18% de la population des jeunes enfants, avec surtout entre 1980 et 2000, un triplement de la fréquence de ce phénomène. C'est également des maladies comme le diabète, 4% de la population, l'hypertension artérielle aussi, une maladie extrêmement répandue, l'ostéoporose, ce trouble de minéralisation osseuse qui touche d'ailleurs beaucoup plus les femmes que les hommes, mais qui concerne près de 2 millions d'individus aujourd'hui en France. Donc toutes ces maladies sont des maladies extrêmement importantes qui ont un coût humain
très fort, hein, c'est des maladies qui grèvent la vie des personnes, c'est des maladies qui ont un coût social extrêmement important et économique également extrêmement important. Le coût aujourd'hui, en termes de dépenses de santé, directes et indirectes, liées au cancer, c'est à peu près 28 milliards d'euros par an. Là, je suis obligé de prendre mes notes parce qu'avec la fièvre et sans mes projections, il faut que je vérifie que je ne vous dis pas trop de sottises. Les maladies cardiovasculaires, pareil, aux environs de 30 milliards d'euros par an. Le diabète, 12 milliards d'euros par an. On estime que les coûts directs et indirects de l'obésité, 4 milliards d'euros par an. Donc vous voyez qu'on est face à des enjeux de santé publique dans lesquels les conséquences au niveau sociétal sont extrêmement importantes. Alors vous me direz, cancer, maladie cardiovasculaire, obésité, diabète, le lien avec la nutrition. Alors pour l'obésité, ça paraît relativement évident. Mais pour les autres, est-ce qu'il y a vraiment un lien? Alors ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est que toutes ces maladies chroniques, ce sont des maladies multifactorielles. C'est-à-dire, quand je vous parle du scorbut ou du beriberi, il y a une cause. Il manque une vitamine. Quand je vous parle du marasme ou du kwashiorkor, il manque des calories ou il manque des protéines. Il y a une cause, une maladie. Quand on est dans d'autres maladies comme celles qu'on connaît aujourd'hui, ces maladies qu'on a appelées à un moment de pléthore, ces maladies qui sont particulièrement fréquentes, qui étaient particulièrement fréquents dans les pays industrialisés, qui sont maintenant de plus en plus fréquents dans les pays émergents, eh bien, ce sont des maladies qui sont multifactorielles. Il n'y a pas une seule cause. Il y a des causes génétiques. Tout le monde sait qu'il y a des familles plus touchées que d'autres par les cancers, les maladies cardiovasculaires ou l'ostéoporose. Il y a des facteurs biologiques, il y a des facteurs métaboliques, puis il y a des facteurs environnementaux et comportementaux. Vous savez tous que le tabac est un facteur de risque du cancer du poumon, que l'amiante est un facteur de risque du cancer de la plèvre, que le tabac, l'alcool sont des facteurs de risque de certains cancers, de certaines maladies. Eh bien, on sait aujourd'hui que parmi les facteurs environnementaux, à côté du tabac, la nutrition, c'est-à-dire l'alimentation et l'activité physique, est un facteur qui pèse dans le risque ou la protection vis-à-vis de ces maladies. Alors, c'est dur de dire, mais quelle est la part relative des facteurs alimentaires ou nutritionnels dans le déterminisme des cancers, des maladies cardiovasculaires, du diabète ou de l'ostéoporose? C'est toujours difficile. Il y a des facteurs génétiques, on ne sait pas la part exacte. Mais ce qui est intéressant, c'est de garder à l'esprit, c'est ce qui a révolutionné un peu l'idée de la nutrition au cours des 30 dernières années, c'est qu'à la différence des facteurs génétiques sur lesquels on n'a pas de capacité d'agir, on ne choisit pas ses gènes, on ne choisit pas son grand-père et sa grand-mère, on hérite de gènes. Par contre, le contenu de son assiette, ou le mode de vie en rapport avec la nutrition, l'activité physique, là, on est capable d'agir au niveau individuel ou collectif. Donc, les facteurs nutritionnels, même s'ils ne sont pas la cause directe de ces maladies, même s'ils nous représentent quelques pourcents, quelques dizaines de pourcents, c'est des facteurs sur lesquels il est possible d'agir. Donc c'est ce qui a amené les chercheurs à développer des travaux pour essayer d'identifier les facteurs qui, dans la nutrition, expliquaient le risque de maladies chroniques et des facteurs sur lesquels on était susceptible de pouvoir agir. Donc, les facteurs nutritionnels ont un rôle important, et même si on n'est pas capable de chiffrer parfaitement, d'une façon globale, le poids des facteurs nutritionnels dans le risque des maladies chroniques, on a quand même quelques indicateurs qui vous donnent des ordres de grandeur. Par exemple, en ce qui concerne le cancer, c'est un des domaines dans lequel il y a eu le plus de travaux réalisés au cours des 20 dernières années dans le domaine de la nutrition. Un grand rapport qui a été produit en 2007 pour le premier, en 2009, et qui est réactualisé en permanence par le Fonds mondial de recherche sur le cancer, donc une institution publique internationale qui regroupe plus de 250 chercheurs et qui a analysé 7000 publications scientifiques pour essayer de voir dans ces travaux qui essayent de corréler l'alimentation et le risque de maladie, quelle était, par des modélisations, la possibilité d'évaluer le poids des facteurs nutritionnels dans le risque des cancers. Ils ont travaillé sur 4 situations différentes, 4 pays, les États-Unis, la Grande-Bretagne,
Alors, il faut que je revoie celui-ci, j'arrive pas à le lire. Et puis la Chine. Donc en fait, c'est la Grande-Bretagne, les États-Unis, un ensemble, un conglomérat de pays européens et la Chine. La Chine permettait d'avoir à l'époque un pays, certes, qui était en émergence, mais qui n'était pas encore un pays qui avait atteint un niveau d'industrialisation tel qu'on le connaît dans le monde occidental. Eh bien, ces différentes analyses qui ont été faites, 7000 articles analysés, une méthodologie extrêmement rigoureuse, a permis de mettre en évidence que le poids des facteurs nutritionnels dans le risque des cancers pouvait être estimé, selon les pays, entre 30 et 34% des cancers. C'est-à-dire, la part des cancers qui seraient évitables par l'alimentation représente à peu près un tiers des cancers. Donc, vous voyez que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. 30% de l'incidence des cancers, de la fréquence des cancers, pourrait être améliorée simplement en agissant sur le contenu des assiettes, sur nos aliments, nos comportements ou l'activité physique, donc tous les modes de vie en rapport avec la nutrition. On a donc vraiment une possibilité d'agir. Si on regarde dans le domaine cardiovasculaire, je vais vous donner un autre exemple. On sait déjà depuis longtemps que le sel augmente la pression artérielle, est un facteur de risque d'hypertension artérielle, et donc un facteur de risque de maladies cardiovasculaires, d'infarctus du myocarde, d'accidents vasculaires cérébraux, d'insuffisance cardiaque. Si on diminuait le sel au niveau de la population, de façon notoire, mais qui ne soit pas absurde, qui ne soit pas impossible. Aujourd'hui, si on prend les États-Unis, on n'est pas loin en France, on est un petit peu mieux, mais disons, comme le travail est américain, je vais vous citer le chiffre qui a été sorti aux États-Unis dans le cadre d'un travail extrêmement sérieux. La consommation de sel par habitant était de l'ordre de 10 grammes par jour. Si on passait de 10 grammes par jour à 5 grammes par jour, pas du jour au lendemain, mais en mettant en place des actions à la fois d'information des consommateurs, sur la capacité aussi que les produits soient mieux étiquetés pour être mieux visibles en termes de leur teneur en sel, en améliorant la qualité nutritionnelle des aliments, parce qu'on peut diminuer le sel dans beaucoup des aliments, sans d'ailleurs que ça nuise au goût, au plaisir de manger ces aliments. Si on passait de 10 grammes à 5 grammes par jour, on réduirait le taux global d'accident vasculaire cérébral de 23% et le taux des maladies cardiovasculaires de 17%. Ça, ce sont des chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. En France, on était à 10 grammes par jour il y a environ 15 ans, 17 ans. Depuis qu'ont été mis en place les politiques nutritionnelles de santé publique, les choses se sont un petit peu améliorées. On est à 8 grammes et demi, c'est encore trop, c'est mieux qu'avant, mais vraisemblablement, cette réduction au niveau de la consommation moyenne de sel s'accompagnera, alors ça demande du temps, puisqu'il y a un décalage entre le comportement et ensuite l'expression clinique sous forme d'une maladie, mais s'accompagnera d'une amélioration significative de réduction donc, de ces maladies cardiovasculaires. Oui, donc ce sont des chiffres, quand je donne 17%, 23% pour les maladies cardiovasculaires, 30% pour les cancers, c'est très important. On peut discuter ces chiffres, vous savez, les scientifiques font très souvent des colloques où on discute, on se réunit, il y a toujours des travaux qui montrent des nuances, c'est peut-être un petit peu moins, c'est peut-être un petit peu plus. Mais même si c'était moins que cela, même si c'était diminuer le risque de cancer de 20% ou 15%, 10%, ça vaudrait déjà le coup. Il n'y a pas un seul médicament dans le monde que vous pouvez prendre aujourd'hui pour dire, en prenant ce médicament, je vais diminuer mon risque de cancer de 10%. Là, on dit que ça va atteindre peut-être 30%, mais donc il y a réellement une marge d'action pour améliorer l'état de notre nutrition et donc réduire le risque de toutes ces maladies aussi importantes. Donc on a aujourd'hui vraiment des connaissances scientifiques qui permettent de juger de l'importance des facteurs nutritionnels dans le risque ou la protection des maladies, et on sait qu'on est capable d'agir sur l'état nutritionnel à la fois par de l'information, de la communication, de l'éducation, de la formation, mais également si on a le courage de mettre en place des mesures qui permettent
de jouer sur l'offre alimentaire, ou d'ailleurs l'offre d'activité physique. Et si on améliore la qualité nutritionnelle des aliments, si on diminue le sel, si on diminue le gras, si on diminue le sucre, si on améliore réellement la qualité nutritionnelle, en plus de l'information et de l'éducation, on peut espérer avoir un effet sur l'incidence des maladies et sur leurs conséquences. Mais ça, on y reviendra peut-être dans la discussion. Il faut des volontés politiques fortes et puis il faut se battre contre des lobbies qui sont extrêmement puissants, qui ont parfois, même souvent, pas toujours les mêmes intérêts que ceux de la santé publique. Donc on a beaucoup de connaissances aujourd'hui sur le rôle de la nutrition. Malgré cela, il y a souvent une cacophonie nutritionnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut manger? C'était le titre qu'on m'avait demandé pour la conférence Bien manger pour bien vivre. Aujourd'hui, quand on allume une chaîne de télévision, quand on ouvre une radio, ou quand on regarde un journal, c'est rare qu'il n'y ait pas un article, une émission, une chronique sur la nutrition. Il y a un bruit extrêmement important. Alors si j'avais pu montrer mes diapositives, je vous aurais montré des dizaines et des dizaines de couvertures de magazines qui vous promettent un régime miracle qui vous permettra de vivre jusqu'à 120 ans, d'être beau, jeune et intelligent, performant, etc. Et donc on se heurte, sur un plan de la santé publique, à cette grande cacophonie, véhiculée souvent par les médias, véhiculée aussi par les gourous, tous les gens qui vivent de cela, qui écrivent des livres, qui vendent des régimes, qui vendent des produits, qui essayent de commercialiser tout un tas de recettes pour vous vendre du rêve. Et en face de cela, on est très démunis parce que les moyens, souvent de ces structures qui peuvent bénéficier de forts soutiens médiatiques, je ne parle même pas encore, et on y reviendra, de la publicité pour les produits, je parle vraiment des recommandations qui sont faites. On a beaucoup de mal à exister. Et ce qui a été intéressant en France, c'est que en 2001, avec l'idée qu'on avait la possibilité vraiment d'améliorer la situation nutritionnelle des Français, avec l'arrière-pensée que cette cacophonie nutritionnelle était extrêmement nuisible. Un jour, on vous disait il faut manger du pain, un autre jour, il ne faut aller pas en manger, un jour, c'est le cholestérol, un jour, c'est pas le cholestérol, un jour, c'est 10 fruits et légumes, un jour, c'est 3, un jour, c'est 5, et un jour, c'est 8. L'idée était de dire il faut qu'on construise des références, des repères nutritionnels qui s'appuient sur des bases scientifiques. On va sortir de tous ces points de vue du professeur Tartampion, du docteur Intel ou de monsieur le gourou qui va sortir ses propres recommandations. On va élaborer des repères de consommation sur des bases scientifiques par des expertises collectives. Donc la France s'était équipée à la fin des années 90 d'agences sanitaires, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, avant l'AFSA, maintenant ça s'appelle l'ANSES, mais peu importe, l'INPES, l'Institut national de la prévention et d'éducation pour la santé, et donc l'idée a été de mettre en place des systèmes d'expertise collective qui permettent, mais vraiment sur des bases scientifiques, pas l'avis d'un scientifique. Si ce que je vous disais était ce que moi je pense, ça n'aurait aucun intérêt, il ne faut absolument pas me faire confiance. Ce que je vous dis, ce n'est pas les recommandations que moi je donne, et ce serait mal placé pour en donner, c'est les recommandations de panels d'experts qui, sur des bases de travaux scientifiques, vont réellement élaborer les recommandations en s'appuyant sur les travaux scientifiques qui permettent d'identifier vraiment les aliments, les nutriments qui vont avoir un rôle sur la santé. Donc, il y a eu un grand travail qui a été fait. Alors, il a été fait en France, il a été fait dans les autres pays, il a été fait au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, et toutes ces recommandations aujourd'hui sont cohérentes, puisque les scientifiques français n'ont aucune raison d'avoir des différences de point de vue que les scientifiques italiens, espagnols, anglais, hollandais. On arrive tous aux mêmes conclusions. Il peut y avoir des petites nuances qui sont liées aux habitudes culturelles qui fait qu'on peut tolérer un certain nombre de variations. Mais globalement, on arrive aux mêmes conclusions. Et ces conclusions, quelles sont-elles et quelles sont ces recommandations ? On a aujourd'hui maintenant dans le domaine du cancer et des maladies cardiovasculaires, de l'obésité, de l'hypertension et du diabète, des choses
précises dans l'état actuel des connaissances. La science évolue, et on aura l'occasion aussi d'en reparler. Il y a des choses qui vont être améliorées, on va y voir encore plus clair, mais on a déjà des bases scientifiques suffisantes pour faire des recommandations. Dans le domaine du cancer, les recommandations qui sont faites en France reprennent les recommandations qui sont faites par le Fonds mondial de recherche sur le cancer. Il y a des facteurs dont on sait qu'ils réduisent le risque de cancer. L'activité physique, les fruits et légumes, l'allaitement sont des facteurs protecteurs. Alors, je vais redétailler un petit peu les choses, et quand je parle de l'allaitement, c'est évidemment une notion bien connue que l'allaitement est extrêmement intéressant et important pour le bébé, pour l'équilibre de la mère et l'enfant, du couple, etc. Mais on sait maintenant depuis quelques années qu'en plus l'allaitement protège la femme du cancer du sein. Donc c'est un élément qui fait partie de la nutrition. Je vais revenir sur les fruits et légumes, l'activité physique. Ça, c'est les 3 éléments pour lesquels on a des certitudes en termes de bénéfices sur le risque de cancer. Activité physique, fruits et légumes, allaitement. Il y a des facteurs qui augmentent le risque de cancer. Alors je sais que dire ça dans une région comme ici, c'est toujours gênant, mais les boissons alcoolisées, même le vin, ça donne généralement un silence, particulièrement quand on est dans des régions viticoles, mais oui, il faut le savoir, les boissons alcoolisées augmentent le risque de cancer. Alors, on va dire, c'est pas nouveau, on sait depuis longtemps le cancer du foie chez les grands consommateurs. Même chez les petits consommateurs, ça augmente aussi le risque. Donc, on va y revenir, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas boire, hein. Je vais à chaque fois montrer, il ne faut pas boire. Si, il ne faut pas boire beaucoup, mais ça n'empêche pas, après d'avoir des recommandations qui soient adaptées aussi à d'autres considérations qui ne sont pas uniquement biologiques. Il y a le plaisir, la gastronomie, le terroir, la convivialité. Donc il faut qu'on trouve des nuances. Mais scientifiquement, les boissons alcoolisées augmentent le risque de cancer. On va y revenir. Le surpoids et l'obésité augmentent le risque de cancer. Les viandes rouges et les charcuteries, alors ça vous l'avez peut-être entendu parler parce qu'il y a 3 mois, on ne pouvait pas ouvrir une radio, une télé ou un journal sans voir la viande est cancérigène, ce qui est vrai sur le plan de la définition. On va voir que ça ne veut pas dire là aussi qu'il ne faut pas manger de viande. La charcuterie cancérigène, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger du tout. Simplement, il faut qu'on accepte de reconnaître ce que disent les faits scientifiques et après, il faut qu'on le traduise en termes de recommandations de santé publique. Le sel et les aliments salés augmentent le risque de cancer. Et puis certains compléments alimentaires, les petites pilules miracles que certains vous vantent pour essayer de vous donner du rêve, peuvent être néfastes, et notamment les compléments alimentaires à base de bêta-carotène peuvent augmenter certains types de cancers. Alors, je reprends très rapidement. Les fruits et légumes. Oui, là, vraiment, on a une certitude, ça protège du risque de certains cancers. Les cancers de la bouche, du pharynx, du larynx, de l'ésophage, de l'estomac, vous voyez, toute la partie aérodigestive supérieure, mais ça protège également du cancer de l'estomac, et pour les fruits plus que pour les légumes, le cancer du poumon. Vous allez me dire, pourtant, quand on mange des fruits, ça ne va pas dans les poumons. Mais ce qu'on mange, bien sûr, ça va aller dans notre tube digestif, donc ça va jouer un rôle au niveau de notre tube digestif. Mais les aliments sont digérés, ça vous le savez, ça apporte tout un tas de substances, des fibres, des vitamines, des minéraux, des substances antioxydantes, des polyphénols, et c'est ces substances qui peuvent expliquer pourquoi les fruits et légumes, au-delà du tube digestif, peuvent avoir des effets protecteurs sur certains autres types de cancers. Et on a beaucoup d'idées, des mécanismes qui expliquent ces relations. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a des travaux expérimentaux sur modèle cellulaire, sur animal, sur malade, qui permettent d'avoir des hypothèses sur les mécanismes qui permettent de comprendre pourquoi les fruits et légumes protègent des cancers. Donc, à partir de là, on fait des recommandations, et vous les connaissez sûrement, parce que vous les entendez, consommer au moins 5 fruits et légumes par jour, frais en conserve ou surgelés, crus, cuits, nature ou préparés. Ce qui est important, c'est de manger 5 fruits et légumes par jour. C'est des sources de fibres, de vitamines antioxydantes, de polyphénols. C'est à la fois la possibilité d'avoir donc des apports vitaminiques importants, et ça doit nous amener à justement se dire, si
on mange suffisamment de fruits et légumes, on n'a absolument pas besoin de se supplémenter, de se complémenter avec des substances pharmaceutiques qui vous vendent théoriquement ce qu'il y a dans les fruits et légumes, mais ils vous vendent juste une partie, dans une pilule, vous allez retrouver une vitamine, un minéral, un élément trace ou autre, pas dans la matrice. Or, dans un fruit, il y a beaucoup de choses, il n'y a pas que les vitamines, il y a l'ensemble des composants, il y a cette matrice qui rend peut-être mieux absorbables ces vitamines et ces minéraux. Pour les viandes rouges et les charcuteries, là aussi, on a la démonstration, et quand il y a eu beaucoup de bruit médiatique, c'est parce qu'en effet, l'Organisation mondiale de la santé a sorti un nouveau rapport au mois d'octobre qui accumulait des évidences scientifiques sur des méthodes extrêmement rigoureuses du rôle des viandes rouges comme probable cancérigène dans le risque de cancer du côlon et du rectum, donc cancer colorectal, extrêmement fréquent en France comme dans les pays industrialisés. Donc là, on est dans une relation considérée comme probable. Pour les charcuteries, cette relation est beaucoup plus convaincante, là encore, en ce qui concerne les risques de cancer colorectaux. Donc ce sont les cancers extrêmement importants et qui sont en partie déterminés, pas seulement, mais en partie déterminés par ces consommations, si elles sont excessives de viande et de charcuterie. Et donc, quand on dit, on trouve une relation entre la viande rouge ou la charcuterie et ces cancers, c'est évidemment pour des sujets qui ont les consommations les plus élevées. Alors, on a un peu de mal à quantifier, et c'est pour ça que on donne généralement comme ordre de grandeur, c'est de dire, pour les viandes rouges, il faut essayer de limiter à ne pas manger plus de 500 grammes de viande rouge par semaine. Vous voyez, un steak, c'est quoi? C'est 100 grammes à 120 grammes. Ça laisse quand même de la marge. D'ailleurs, on ne dit pas, il ne faut pas du tout en manger. Mais le fait d'en manger en quantité importante est réellement associé à une augmentation du risque. Pour la charcuterie, comme le risque est plus convaincant, on a tendance à être un peu plus drastique dans les recommandations. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas du tout manger de charcuterie. On ne quantifie pas, mais il faut limiter au maximum sa consommation de charcuterie. On ne dit pas il ne faut plus du tout en manger, on dit il faut limiter sa consommation. Donc c'est là aussi important. Si vous êtes un consommateur de charcuterie, il faut veiller à essayer de réduire votre consommation, ce qui ne vous empêche pas un jour de fête ou quand vous avez une envie de temps en temps de vous faire un plateau de charcuterie, ça ne n'empêche pas de le faire. Mais ça ne doit pas être, comme pour la viande, des aliments qui sont consommés à chaque repas ou tous les jours de façon régulière et en quantité importante. Et là aussi, on a les mécanismes. Je passe sur toutes les explications mécanistiques. On sait, on a des hypothèses fortes pour expliquer pourquoi les charcuteries peuvent augmenter ces risques de cancer colorectal. Par le fer qu'ils contiennent, qui est un fer spécial qui est enrobé d'une structure qui est celle de l'hémoglobine, qui donne la couleur rouge, par aussi certaines substances contenues, les nitrates, les nitrites contenus dans les charcuteries. Il y a des mécanismes qui expliquent, mais donc on a des certitudes dans ce domaine. Pour le sel et les aliments salés, là c'est plutôt un cancer spécifique qui est en cause. Le sel et les aliments salés jouent, et on connaît depuis longtemps parce que les Japonais qui mangeaient traditionnellement des produits en saumure très salés avaient une incidence de cancer d'estomac beaucoup plus fréquente. Et on retrouve dans les études faites dans tous les pays industrialisés, en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, que les plus grands consommateurs de sel et de produits salés ont un risque plus élevé de cancer de l'estomac. Donc là aussi, il y a des mécanismes, et la recommandation, eh bien, c'est de diminuer, non pas de supprimer le sel, mais diminuer sa consommation de sel, éviter de ressaler les aliments avant d'y avoir goûté. Et c'est très facile de se déshabituer du sel. C'est une appétence qu'on a qui est entretenue. Plus on mange salé, plus on a la sensation de manquer de sel quand il n'y en a pas, quand on en enlève un peu. Mais si vous diminuez progressivement, à ce moment-là, vous vous déshabituez extrêmement facilement. Et on le voit bien avec les enfants, où beaucoup d'expériences ont montré, quand on enlève les salières de la table, quand on rend plus difficile l'accessibilité au sel, les enfants mettent moins de sel, ça se voit dans les cantines, et ils s'habituent très très facilement.
De la même façon, chez les adultes, il y a des expériences qui ont montré, vous savez, il y a un réflexe avec la salière, on a des gestes. Si on diminue la taille des trous des salières, tout le monde fait le même geste, et en fin de compte, on arrive à réduire la consommation de sel. Le problème, c'est quand on a expliqué cela, les fabricants de salières, le comité des salines de France, eux, ils ont fait l'inverse. Ils ont grandi la taille des trous, et donc, en fin de compte, contribuer à augmenter, puisque le geste est assez mécanique, hein, on répète. Mais on peut se déshabituer assez facilement du sel. Puis il y a d'autres actions sur lesquelles on peut agir, c'est le contenu du sel des aliments, mais là, il faut qu'on force la main un peu quand même des opérateurs économiques pour qu'ils retirent du sel dans les aliments. Ça peut se faire sans que vous le sachiez, sans que vous le ressentiez. Et d'ailleurs, ça se fait. Aujourd'hui, quand vous mangez une soupe industrielle, n'importe laquelle, il y a 5 à 20% moins de sel qu'il y a 15 ans. Ça s'est fait progressivement, ça s'est fait sans le dire, parce que quand on diminue un peu le sel, on ne peut pas alléguer pour un industriel. Et c'est une bonne chose, parce que si on allègue, le danger, c'est que certains consommateurs se disent « Ah, cette soupe-là a moins de sel, donc je vais en rajouter ». Mais aucun consommateur ne s'est plaint, personne ne s'est rendu compte, parce qu'on se déshabitue. Et en charcuterie, c'est aussi bien connu, les jambons, autrefois, étaient beaucoup plus salés. Mais on perd progressivement le goût du sel. Donc, on peut, au niveau individuel, se déshabituer du sel, et on peut, si les industriels diminuent la teneur en sel des aliments, contribuer à réduire sans souffrir du tout de perte de plaisir de manger, puisqu'il faut quand même avoir le plaisir de manger, avoir des aliments qui maintiennent ce plaisir et la santé. Donc, limitez la consommation de sel, ne ressalez pas les aliments avant d'y avoir goûté, ce qui est souvent le cas, on a ce réflexe-là. Limitez le sel dans les eaux de cuisson, évitez d'avoir la salière à table. Tous ces systèmes-là sont des choses assez simples. Puis essayez de manger des aliments les moins salés. Hein. Et là, on retombe sur les charcuteries, les fromages, qui sont souvent les aliments salés. Le pain, qui est un très bon aliment par ailleurs, malheureusement est un aliment salé. On essaye de discuter avec les boulangers et les meuniers pour réduire la teneur en sel du pain. Et on espère y arriver dans les années qui viennent. Alors les boissons alcoolisées, malheureusement, là aussi, hein, je vous le redis, augmentation du risque de cancer de type convaincant. C'est-à-dire que là, les faisceaux d'arguments sont extrêmement forts pour les cancers de la bouche, du pharynx, du larynx, de l'ésophage, du côlon et du rectum et du sein, même pour le cancer du sein. Et surtout pour le cancer du sein chez les femmes. Il y a des grandes cohortes qui ont été suivies dans différents pays sur 200 000 femmes. Vous voyez des études extrêmement importantes qui ont montré que même avec l'équivalent d'un verre de vin par jour, c'est pas beaucoup, a priori on se dit, et avant on pensait qu'il n'y avait aucun risque, eh bien le risque de cancer du sein augmente. Pas de façon majeure, hein, ça augmente de quelques pourcents, mais déjà avec un verre de vin pris régulièrement chaque jour. Il y a également des risques sur d'autres types de cancers, le cancer du foie, le cancer colorectal, et également, où là, notamment chez les femmes, le cancer colorectal est extrêmement sensible à la consommation d'alcool. Donc, c'est juste le problème d'être conscient. Après, on peut faire ses choix, mais il faut savoir qu'on ne peut pas avoir d'argument. Parfois, on entend le vin, c'est bon pour le cœur. Alors, on n'est pas tout à fait sûr que ça protège les maladies cardiovasculaires. On n'est pas tout à fait sûr, mais même si ça protège les maladies cardiovasculaires et que ça augmente le risque de cancer, on est bien obligé d'avoir une recommandation qui est plutôt de dire évitez une consommation excessive, bien sûr, d'alcool, réduisez toujours votre consommation, améliorer la qualité, hein, c'est souvent le discours que l'on essaye de tenir, il a une certaine réalité, et sachez que même à petite dose, ça augmente les risques. Donc, de temps en temps, prendre un verre, ça pose vraiment aucun problème. Si vous prenez plus d'un verre par jour, sachez que vous augmentez, de façon certes pas majeure, mais vous augmentez un certain nombre de risques. Donc l'idée surtout, c'est de prévenir les consommateurs, chacun est libre après de choisir comme il l'entend,
et surtout d'éviter un peu tout un discours qui pousse à consommer de l'alcool, faisant croire que ça pouvait, à petite dose, avoir des effets bénéfiques. Ça peut faire plaisir, mais sur le plan de la santé, il n'y a aucun effet bénéfique. Juste peut-être un mot sur les compléments à base de bêta-carotène, c'est juste pour vous alerter que tous ces compléments, ces suppléments qu'on vend en pharmacie, qu'on vend sur Internet, qu'on vend dans tout un tas d'officines, peuvent avoir des indications. Il y a des indications médicales. Si un médecin vous prescrit un complément, un supplément de vitamines, de minéraux, il a des raisons pour vous lui donner, et ça rentre dans une prescription médicale. Par contre, les compléments, les suppléments qu'on vous vend sans ordonnance, comme ça que vous trouvez, avec souvent des titres pompeux, il y en a un qui s'appelait QI. C'était extraordinaire parce que c'était subliminal, où vous devez croire que vous allez améliorer le quotient intellectuel de votre enfant en lui donnant un ensemble de vitamines minéraux. Vous êtes des parents qui avez envie que vos enfants se développent bien, vous êtes sensible à ce type d'argument. Et on sait qu'à l'intérieur de ces produits, certaines vitamines, certains minéraux pris à forte dose régulièrement, de façon sur de longues périodes, peuvent avoir des effets contraires à ceux attendus. Le bêta-carotène, c'est un précurseur de la vitamine A. On le trouve dans les fruits. Dans les fruits, il n'y a aucun problème, parce que vous n'avez jamais des doses très importantes, il est mélangé au reste. Mais pris de façon isolée, sous forme d'un complément, c'est un antioxydant, donc pendant longtemps on s'est dit c'est formidable, c'est peut-être une substance miracle qui va réduire le risque de maladie. Bien, au contraire, quand il a été testé, 22 000 fumeurs en Scandinavie, 20 000 personnes travaillant dans le champ de l'amiante aux États-Unis, on espérait que le fait de donner du bêta-carotène protégeait du cancer du poumon. Et au contraire, c'est l'effet inverse. C'est que ça augmentait le risque de cancer du poumon. Et on sait aujourd'hui que le bêta-carotène, pris régulièrement, particulièrement avec des doses fortes, ne protège pas du cancer, d'aucun cancer, mais peut augmenter le risque du cancer du poumon, notamment chez les fumeurs. Donc, ne vous laissez pas séduire par les sirènes de tous ceux qui vous vendent du rêve au travers de ces compléments et de ces suppléments, en dehors d'indications médicales, et il y en a. Elles sont tout à fait respectables. Donner des folates, la vitamine B9 à une femme qui a un désir de grossesse, ou pendant le début de la grossesse. Donner du fer à une femme qui est anémique, a une légitimité bien sûr, mais tout ce qui se vend sans ordonnance, tout ce qui n'est pas prescrit, peut poser problème. Si vous prenez 15 jours de vitamine C dans l'année, ce n'est pas ça qui va vous entraîner une maladie. C'est à partir du moment qu'on devient accro et qu'on prend tous les jours régulièrement ces produits qu'il y a réellement des dangers. Donc, si vous croyez, on voit des patients souvent qui nous disent « Docteur, je prends 15 jours de vitamine C pendant l'hiver et j'ai pas de grippe. » Je me dis, peut-être j'aurais dû prendre de la vitamine C et tester. Moi, j'ai pas pris de vitamine C, j'ai la grippe. Bon, mais ça ne veut pas dire que la grippe protège. Mais peut-être, si les gens y croient. Si vous le prenez à petite dose quelques jours, il n'y a vraiment pas de problème. Le grand danger pour la vitamine C, la vitamine E, le bêta-carotène, les éléments traces ou les minéraux, c'est quand on les prend régulièrement. Et comme le marketing vous laisse à penser que ces produits vous rendent intelligent, beau, vous l'êtes encore plus beau, plus intelligent, vous allez augmenter les doses. Et c'est là que ça devient dangereux. Donc, il faut être extrêmement actif, extrêmement prudent. Donc, là, je vous ai donné quelques recommandations pour le cancer. Mais ce qui est formidable en nutrition, quand on est nutritionniste, c'est une chance, et quand on est consommateur, ça l'est aussi, c'est qu'en fin de compte, ce qui est vrai pour les cancers, c'est à peu près vrai pour les maladies cardiovasculaires, pour l'obésité et le diabète. On retrouve les mêmes règles. Si je vous dis qu'est-ce qui protège les maladies cardiovasculaires, on retrouve les fruits et légumes. C'était le cas aussi pour les cancers. On retrouve les poissons. J'en ai pas parlé pour les cancers, mais c'est un aliment plutôt favorable. Mais les poissons, notamment les poissons gras, vraisemblablement peut-être par les oméga 3, dans les poissons, pas ceux qu'on vous vend aussi sous forme de suppléments, d'ordre d'indication médicale, c'est des aliments qui sont intéressants sur le plan cardiovasculaire. Les produits céréaliers complets, qui sont riches en fibres, c'est-à-dire les produits non raffinés, les pains complets, les pains
toutes les céréales qui contiennent l'enveloppe avec les vitamines et les minéraux ont un intérêt sur le plan cardiovasculaire. Pour l'hypertension artérielle, on y retrouve encore la même chose. Des fruits et légumes protègent l'hypertension artérielle. Réduire la consommation d'alcool protège de l'hypertension artérielle. Le sel, la réduction de la consommation de sel est un effet bénéfique pour la pression artérielle. Ça l'était pour les cancers. Donc vous voyez que globalement, on retombe un petit peu sur les mêmes choses. Pas la surcharge pondérale, on va retomber un peu sur la même chose. Les fruits et légumes protègent du surpoids et de l'obésité parce que c'est un effet satiétogène, parce que ça diminue la densité calorique des repas, puis ça prend la place d'autres aliments. Des aliments également céréaliers, sources d'amidon qui sont complets, ont des effets aussi favorables sur le plan satiétogène. La limitation des produits gras, sucrés est favorable. La limitation des boissons alcoolisées. Quand on boit de l'alcool, c'est aussi des calories, plus que le sucre. Un gramme de sucre, c'est 4 calories. Un gramme d'alcool, c'est 7 calories. 7 kilocalories. Donc, on a globalement beaucoup de points communs dans les éléments qui permettent aujourd'hui de donner des recommandations et qui sont transversales à toutes les maladies. Et c'est celle que vous connaissez sans doute déjà parce que depuis 15 ans, le programme national nutrition santé, les véhicules, vous les avez sur les messages sanitaires, sur les publicités, vous les avez dans les campagnes que l'Institut national de la prévention et de l'éducation pour la santé sort régulièrement. Je les reprends très rapidement. Donc, au moins 5 fruits et légumes par jour. Et j'insiste bien, ce qui est derrière ça, c'est que c'est à la fois frais en conserve et surgelé, cru ou cuit, nature ou préparé. Ce qui est important, c'est de manger le plus de fruits et légumes possible par jour. Au moins 5. Et si vous êtes à 1 ou 2, le fait de passer à 3 ou 4 sera déjà bénéfique. Donc, dans tous les cas, augmentez votre consommation de fruits et légumes. Limitez la consommation des matières grasses. Favorisez plutôt les matières grasses de type végétal, plutôt les huiles que le beurre, ce qui ne veut pas dire là encore qu'il ne faut pas manger de beurre, mais favorisez plutôt l'utilisation des matières grasses végétales en variant les huiles, donc en favorisant la variété des huiles, l'huile de colza, l'huile d'olive, en essayant de tourner un petit peu les huiles, en limitant les matières grasses d'origine animale, le beurre et la crème, sans les exclure de l'alimentation. Limiter la consommation des produits sucrés. Donc, bien sûr, on voit bien les produits sucrés, ce que c'est. Il y a les boissons sucrées. Alors là, c'est plus caricatural parce que c'est juste du sucre et de l'eau. Donc, c'est des calories et de l'eau, mais du sucre, c'est présent dans beaucoup d'aliments qui sont souvent gras et sucrés. Les pâtisseries, les crèmes dessert, les chocolats, les glaces. Et là encore, avec toujours le même réflexe. Si vous avez envie de manger 3 religieuses au chocolat en sortant de cet exposé, faites-le. Vous pouvez le faire, mais pas chaque jour, à chaque repas. Donc, il ne faut pas se priver, il faut réguler de manière à éviter une consommation excessive, régulière des choses. Donc, quand on dit limiter la consommation de produits gras, sucrés ou salés, on ne les exclut pas. On dit simplement, gardez le plaisir, mais il faut que ce plaisir ne soit pas quotidien. Et manger des fruits et légumes, autrefois, c'était perçu comme une punition. Aujourd'hui, on est conscient que c'est quand même un plaisir. On peut manger des fruits et légumes avec beaucoup de plaisir. Donc quand on dit limiter le gras sucré salé et manger des fruits et légumes, on ne dit pas d'un coup passer à une alimentation triste, uniquement à la vapeur, même si c'est très bon de les manger aussi à la vapeur, mais ce n'est pas obligatoirement triste, les fruits et légumes. Alors pour les viandes, volailles, produits de la pêche et les œufs, 1 à 2 fois par jour, en évitant quand même surtout les viandes, en quantité inférieure à l'accompagnement d'une façon générale, en privilégiant les morceaux les moins gras, en réduisant donc beaucoup la charcuterie si vous êtes un grand consommateur, et la viande rouge, et en privilégiant bien sûr le poisson avec, on dit, au moins 2 fois par semaine. Pour les produits laitiers, qui est souvent un sujet polémique, c'est un sujet difficile parce que les résultats sont souvent contradictoires. J'imagine qu'il y aura des questions dessus, il y en a toujours, parce qu'il y a beaucoup d'idéologie autour des produits laitiers, il y a beaucoup de travaux qui sont aussi contradictoires. C'est dur les produits laitiers parce qu'il y a des travaux qui montrent des effets bénéfiques et des travaux qui montrent des effets moins bénéfiques. Donc c'est assez compliqué. On est dans le PNNS et au niveau mondial aujourd'hui à peu près à la même recommandation
de 3 produits laitiers par jour. C'est discuté. Est-ce que ça restera? Pour l'avenir, on ne le sait pas. Aujourd'hui, on est encore à 3 produits laitiers par jour. En France, on attend une expertise collective qui, sur la base des travaux récents, reviendra pour voir s'il faut rester à 3 produits laitiers ou éventuellement diminuer. Une chose est sûre, c'est qu'il ne faut pas aller au-delà, car l'augmentation des produits laitiers dans l'alimentation, peut-être le calcium, peut-être le phosphore, on ne sait pas, est associé à un risque plus élevé de certains cancers, notamment le cancer de la prostate. Par contre, est associé à un effet bénéfique sur le cancer colorectal. Donc vous voyez qu'on est dans des situations un petit peu compliquées. Mais 3 produits laitiers paraît encore aujourd'hui un équilibre acceptable, mais on attend les résultats des dernières recommandations que l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments va sortir. Pour les produits céréaliers, les féculents, pain, céréales, pommes de terre, légumes secs, on dit à chaque repas selon l'appétit, mais surtout en favorisant les produits céréaliers complets ou semi-complets ou bi, c'est-à-dire qui apporteront plus de fibres. C'est particulièrement important de choisir dans les produits céréaliers les plus complets possibles. Pour les boissons, c'est facile, hein, c'est l'eau à volonté, là il n'y a vraiment aucun problème. En cours, en dehors des repas, quand vous voulez, nuit et jour, vous pouvez boire. Il y a une époque, on disait qu'il ne faut pas boire en mangeant, ça fait grossir, etc. Tout ça, c'est du passé. C'était l'époque où on faisait des recommandations, parfois au nom de monsieur Untel, docteur Untel, qui sortait sa propre recommandation. Bien évidemment, on n'a pas de travaux scientifiques qui étayent ces choses-là, donc vraiment de l'eau à volonté. Le sel, limiter la consommation, préférez plutôt le sel iodé. Il y a encore des problèmes de déficit en iode, donc limitez votre consommation de sel, mais quitte à prendre du sel, prenez-le plutôt iodé. Hein, regardez sur l'emballage de sel si c'est marqué. Donc réduire les ajouts de sel dans l'eau de cuisson, limiter les aliments riches en sel, les fromages et les charcuteries les plus salés, les produits apéritifs salés, c'est évident. Toujours avec la même règle, de temps en temps, oui, mais pas de façon régulière et systématique. Dernière recommandation, l'activité physique, au moins 30 minutes d'activité physique par jour. Je vous disais au départ, quand on parle de nutrition, c'est ce qui rentre et ce qui sort. Mais l'activité physique, c'est vraiment un déterminant majeur de la santé. Ce n'est pas obligatoirement le sport. Si vous pouvez faire du sport, tant mieux, c'est bien, c'est parfait. Mais si vous ne faites pas de sport parce que la salle de sport est loin, parce que c'est cher, parce que vous n'avez pas le temps, vous avez la flemme, vous pouvez faire du sport ou de l'activité physique, tout au moins dans la vie quotidienne. Monter ces escaliers, vous n'êtes pas fatigué, pas trop chargé, descendre une station de bus plus tôt ou plus tard, garer votre voiture plus loin, jardiner, alors, faire le ménage. Alors, je suis désolé, mais c'est vrai que faire le ménage, c'est une activité physique extrêmement importante. Peut-être stimuler les hommes à le faire un peu plus. Mesdames, vous serez sûrement satisfaites vous pouvez utiliser ce discours pour dire que c'est pour le bien-être de votre conjoint, mais faire du vélo, promener le chien, bricoler, c'est des moyens de faire de l'activité physique qui protège vraiment de la santé. Donc toutes ces recommandations, aujourd'hui, elles sont établies sur des bases scientifiques. Vous les retrouvez très facilement. Si vous allez sur le site de l'INPES, mangerbouger.fr, vous le trouvez toujours en bas des publicités. C'est un site officiel d'une agence sanitaire qui dépend du ministère de la Santé. C'est très sérieux. Vous trouverez ces recommandations, mais vous les retrouvez déclinées sous plein de formes avec des guides qui s'adapteront à toutes les situations, avec des moyens de mettre en pratique. L'INPES a développé ce qu'on appelle la fabrique à menu, qui est un moyen de rentrer ses goûts et puis de savoir avoir des propositions de menus plus équilibrées, variées, avec même des systèmes d'aide qui vous donnent des listes de courses, des recettes, etc. Donc c'est un moyen qui vous permet, en utilisant ce site, de décliner les recommandations dans votre vie quotidienne et adapter au goût de chacun, aux cultures de chacun, aux moyens de chacun, donc, qui permet vraiment de pouvoir montrer que ces recommandations, elles peuvent être, on peut tendre vers ces recommandations, quel que soit son goût, quelle que soit sa relation avec l'alimentation, quelle que soit son origine, ses pratiques alimentaires ou culinaires. Donc voilà un petit peu un élément qui peut, j'espère, vous être utile. Hein, c'est vraiment ce site mangerbouger.fr. Puis il y a les professionnels, les diététiciennes qui connaissent
parfaitement bien toutes les recommandations et qui peuvent les adapter à des besoins spécifiques, si vous avez plus des problèmes de santé ou des problèmes de régulation nutritionnelle ou de régulation du poids. Je voudrais juste conclure sur deux éléments qui touchent, un, la recherche et deux, la politique de santé publique. En ce qui concerne la recherche, c'est que vous avez compris, au travers du discours que j'essaie de tenir, c'est si on veut faire des recommandations, si on veut avancer dans le domaine de la prévention nutritionnelle des maladies, il nous faut de la science. On en connaît déjà, on connaît déjà beaucoup de choses, mais il y a encore beaucoup de choses qui restent à découvrir. Des mécanismes, peut-être certaines substances, certains comportements, les mécanismes qui sous-tendent ces relations. Donc on a encore besoin de recherche. Et c'est pour ça que, vous l'aviez rappelé, monsieur, dans l'introduction, qu'en France, on a lancé une grande étude populationnelle, une grande étude qu'on appelle épidémiologique, c'est-à-dire qui porte sur une population, qui s'appelle l'étude Nutrinet Santé, qui est une cohorte. Alors, cohorte, ça fait toujours penser à Astérix, les Romains, etc. Mais dans le jargon des épidémiologistes, une cohorte, c'est le fait de suivre une population dans le temps, une population dans laquelle on enregistre ce que les gens mangent, on leur pose des questions, on peut même dans certaines études faire des prélèvements de sang, prendre des données cliniques objectives, et puis on va les suivre dans le temps, et on va voir apparaître chez certains des maladies, d'autres non, et corréler l'apparition de certaines maladies et les comportements alimentaires. Donc l'étude Nutrinet Santé, qui a été lancée en France, c'est une étude de cohorte, où on essaye de suivre une très grande population pendant le plus longtemps possible, en étant le plus simple pour ceux qui répondent aux questionnaires et pour ceux qui les interprètent, les chercheurs. Donc l'étude Nutrinet Santé, c'est une cohorte qui se passe par Internet. Je ne sais pas, il y a peut-être quelques nutrinautes qui sont dans la salle, là. Je sais pas, quelques mains qui se lèvent, il y en a même pas mal, et je les remercie. J'espère qu'ils pourront témoigner que ce n'est pas si difficile que cela, même si de temps en temps, il y a quelques bugs qui peuvent se poser ou autres, mais c'est un moyen d'aider la recherche, c'est-à-dire en fournissant, au travers de questionnaires, sur l'alimentation, sur l'activité physique, sur les connaissances, mais sur plein de choses, l'exposition au soleil, sur la consommation de produits bio, sur les pratiques culinaires, les aspects sensoriels, sociaux, culturels, de fournir des éléments d'information aux chercheurs pour leur permettre ensuite, un, de comprendre les relations nutrition-santé, et deux, de pouvoir orienter les politiques publiques. Donc, Nutrinet Santé, c'est une étude citoyenne, qui est une étude entièrement publique, il n'y a pas un centime privé, c'est de l'argent qui vient des ministères, des agences sanitaires, des organismes de recherche, et qui repose sur la capacité de mobiliser des citoyens. On voit qu'il y en a, je vois qu'il y a de la marge de manœuvre, parce qu'il y a des mains qui ne se sont pas levées, donc vous pouvez encore participer à l'étude, parce qu'elle dure dans le temps. Et comme je dis que le vin était un facteur de risque, mais le bon vin, ça vieillit bien généralement. Ben, les cohortes, ça vieillit bien aussi. Plus on suit longtemps une cohorte, plus c'est une source d'information pour la recherche. Et pas uniquement pour l'équipe que je dirige, pour l'ensemble de la communauté scientifique nationale et internationale. Donc, en répondant au travers de quelques clics par mois, même si c'est parfois un peu barbant de remplir qu'est-ce qu'on a mangé, etc., de remplir ces questionnaires, ça prend une vingtaine de minutes par mois, ça prend un peu plus au départ quand on s'inscrit, parce qu'il faut répondre à 3 enquêtes alimentaires, répondre à des questionnaires, mais après c'est une vingtaine de minutes par mois, et je vous assure que c'est une source d'information qui est tout à fait considérable pour les chercheurs. Donc, si vous avez envie d'aider la recherche, si vous avez envie d'aider les chercheurs, si vous avez envie que dans 5 ans, mon successeur vienne vous présenter, sans la grippe et en arrivant à l'heure, des résultats nouveaux, contribuez, c'est un geste citoyen, vous êtes libre d'arrêter, c'est totalement anonyme, c'est confidentiel, et ça nous permet vraiment d'améliorer les connaissances scientifiques et donc d'orienter les politiques publiques. Donc, j'ai évidemment, dans mon sac, mais je laisserai quelques prospectus pour ceux qui veulent s'inscrire, mais si vous allez sur Google et que vous tapez Nutrinet, vous trouverez l'adresse, c'est www.nutrinet-santé.fr. C'est un nom très compliqué, et à chaque fois on me dit, mais pourquoi vous n'avez pas choisi un nom simple? Et parce que nous sommes des scientifiques. Danone, Nestlé, eux ils utilisent des noms simples. Nous on utilise
notre système, et on se démarque aussi des sites plus marketing. Nous sommes dans le cadre d'une étude qui s'appelle Étude Nutrinet Santé, et c'est le nom donc du site. Donc, si vous avez envie de participer à cette étude, elle a été lancée en 2009, il y a plus de 150 000, maintenant 160 000 personnes, mais s'il y en a 200 000, 300 000 ou 500 000, ça sera encore mieux. Donc, devenez un nutrinaute, participez à l'étude Nutrinet Santé, devenez un acteur de la recherche, un acteur de la santé, et participez à cette étude. Ça fera progresser les connaissances et ça enrichira les moyens de faire pression sur les politiques publiques, donc ceux qui nous gouvernent, pour mettre en place des actions, des mesures, et ceux qui produisent, commercialisent, distribuent les aliments. Et juste pour vous donner un exemple et faire le lien, monsieur, vous citiez quelques-unes des propositions que j'ai rendues à la ministre de la Santé qui m'avait demandé dans le cadre du PNNS à son arrivée, donc il y a 2 ans. J'ai vu qu'elle était reconduite aujourd'hui, mais depuis que je suis au PNNS, j'ai vu passer déjà 7 ministres de la Santé, donc on est habitué à leur donner toujours les éléments, mais elle m'avait demandé un rapport pour faire des propositions pour rebooster la politique du sein de santé publique. Parmi ces recommandations, vous en avez cité quelques-unes, une a été reprise, il y en a 3 qui ont été reprises sur les 15, dont une dans la loi de santé publique de façon importante, c'est celle d'un système d'étiquetage nutritionnel sur la face avant des emballages des aliments. On est tous conscients, enfin, je veux dire que c'est évident, quand on regarde une étiquette, même avec des lunettes, même avec une loupe, même en ayant fait des années d'études et même de nutrition, seules les diététiciennes arrivent à les lire parce qu'elles ont vraiment des compétences spécifiques, mais c'est extrêmement difficile, on n'a pas le temps, c'est incompréhensible, ça ne permet pas de comparer. Donc, l'idée de proposer un système simple sur la face avant, un système coloriel, qui traduise en fin de compte ce qu'il y a sur l'étiquette, au lieu d'avoir des noms savants, des pourcentages, des chiffres, vous avez une couleur verte, jaune, orange, rose et rouge, du plus favorable sur le plan nutritionnel au plus défavorable. Comme ça, quand vous regarderez, si ça arrive un jour, 2 paquets de céréales petit déjeuner, l'un à côté de l'autre, s'il y en a un qui est vert et l'autre qui est orange, vous aurez l'information qu'il y en a un qui est mieux sur le plan nutritionnel. Vous faites ce que vous voulez, vous choisissez la marque qui vous intéresse, le packaging, le prix, ce que vous demande votre enfant, bien sûr, mais au moins vous avez la transparence. Eh bien, cette proposition, elle est également née de l'étude Nutrinet Santé, du moins elle a été testée dans le cadre de l'étude Nutrinet Santé, puisque comme cette étude a lieu sur Internet, on peut, quand on a une idée nouvelle, rajouter un protocole qui n'avait pas été prévu. On a donc rajouté un protocole pour tester différents logos et pour montrer que ce logo coloriel était celui qui avait la meilleure efficacité, le mieux compris. On a même, peut-être certains d'entre vous y ont participé, tout le monde n'est pas mobilisé obligatoirement pour tous les protocoles, mais on a créé un supermarché virtuel en ligne, demandé de faire les courses. Certains allaient faire leurs courses dans un faux supermarché avec le système coloriel, d'autres avec les étiquettes plus traditionnelles, d'autres sans rien du tout. Et on a pu tester l'impact que ça avait. Donc, pour orienter les politiques publiques, et notamment pour pouvoir répondre à tous ceux qui veulent éviter ces types de mesures de transparence ou ceux qui visent à rééquilibrer l'accessibilité économique de certains aliments, eh bien, avec des données scientifiques, notamment issues de Nutrinet Santé, mais il y a d'autres études auxquelles on peut faire appel, eh bien, on a la possibilité de peser sur les politiques publiques. C'est difficile, les politiques publiques. Moi, je préside le PNS depuis 15 ans au ministère de la Santé. Je vous ai dit, j'ai vu se passer 7 ministres, mais j'ai vu aussi en face le poids des lobbies économiques qui sont extrêmement puissants. Et aujourd'hui, la mesure qui est proposée, la logo coloriel, soutenue par l'ensemble des sociétés savantes, c'est-à-dire des scientifiques, soutenue par les associations de consommateurs, et votre association, madame, est un soutien. Elle a testé d'ailleurs fort bien ce système et publié des résultats. Malgré cela, eh bien, on se heurte à des freins, des limites qui rendront peut-être difficile l'application de cette mesure. Donc voilà, juste, et je ne sais pas si j'étais trop long et je m'en excuse, mais j'espère avoir fait passer un certain nombre de messages. La recherche, c'est important. Elle permet d'alimenter aujourd'hui les recommandations.
fiez-vous uniquement aux recommandations sérieuses, celles des pouvoirs publics, celles des professionnels, et puis aidez la recherche, parce que ça garantit la qualité de la nutrition et de l'état de santé de nous, de nos enfants et de nos petits-enfants. Voilà, et maintenant à votre disposition pour répondre avec mesdames à vos questions. Merci.